Bonjour les humains! Aujourd'hui on boit... Aujourd'hui on boit dans une tasse de licorne encore parce qu'on se pose la question pourquoi on peut pas argumenter avec les gens qui croient aux licornes? Avant de commencer, je voulais vous raconter une histoire à laquelle je crois qui est particulièrement intéressante. Il y a de cela 66 millions d'années. Oui, en même temps que les tyrannosaures, il y avait un peuple qui vivait, qui s'appelait les Namidiens. Puis ce peuple-là était beaucoup plus avancé que nous autres technologiquement, il était même capable de prédire l'avenir. Puis ce qu'il y avait d'extraordinaire, les Namidiens, c'est que quand ils mouraient, ils se désintégraient en une forme d'énergie qui s'appelle les bovis. Puis cette énergie-là ne se perdait jamais, elle ne faisait que se dissiper dans l'air. Il y a un animal qui est particulièrement bon pour capter les bovis. C'est les chats. Il y a certaines personnes aussi qui pourraient les sentir, mais ça c'est plus difficile à déterminer. Ce qu'on sait aujourd'hui par contre, c'est que où il y a des événements paranormaux, il y a souvent une accumulation importante de bovis. Les chats sentent très bien les bovis aussi. D'ailleurs, les Égyptiens s'en étaient rendus compte. Les Égyptiens vénéraient les chats parce qu'ils étaient capables de sentir les bovis, puis ils étaient capables de comprendre le message que les chats leur envoyaient. Parce que c'est pas rien. Les Namidiens étaient aussi capables de transmettre des messages aux vivants une fois qu'ils étaient morts. Ben oui! Ce qui fait en sorte que les chats sont capables de transmettre les messages que les Namidiens nous envoient encore aujourd'hui à travers les bovis. Puis ça, vous irez vérifier, là. Les bovis, ça existe. Les chats étaient réellement vénérés en Égypte antique. Puis aujourd'hui, en regardant les chats, on se rend compte clairement que des fois, ils tentent de nous communiquer des messages. En réalité, c'est nous qui sommes trop stupides pour être capables de comprendre le message que les chats veulent nous envoyer, mais eux autres, ils sont capables de comprendre ce que les Namidiens veulent nous dire. Cette histoire-là a l'air un peu absurde. C'est parce qu'elle l'est, en fait. J'ai tout inventé cette histoire-là pour vous expliquer un principe qui est relativement simple en science. C'est très difficile de prouver hors de tout doute que quelque chose n'existe pas. Je vous ai prouvé dans mon histoire que les Namidiens existent. Je vous l'ai prouvé avec deux arguments. Premièrement, les bovis sont très concentrés sur les sites où il y a des activités paranormales. Deuxièmement, les chats sont capables de détecter les bovis, et c'est la raison pour laquelle les Égyptiens les vénéraient. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que les Égyptiens les vénéraient. Pour vous, la façon la plus simple que vous auriez de m'expliquer que les Namidiens ça n'existe pas, ce serait de vous concentrer sur les arguments que je vous ai apportés. Le premier étant la présence forte de bovis sur les sites où il y a des activités paranormales, comme les cercles de culture. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de chercheurs de vérité aller dans les cercles de culture pour essayer de mesurer le niveau de bovis qu'il y aurait sur le site. Cependant, quand on fait une expérience en aveugle, comme Arnaud Thierry a fait sur sa chaîne AstronoGeek, il a créé lui-même un cercle de culture, et puis après ça, il a laissé les médias s'emballer autour de ça, il a laissé les ufologues venir observer le cercle de culture, et les ufologues ont tous, sans exception, déterminé que le cercle de culture qu'Arnaud Thierry avait lui-même fait était d'origine extraterrestre ou d'origine paranormale. Tout ça en mesurant le nombre de bovis que le site dégageait. Ce qui est arrivé, c'est que tous les chercheurs ont déterminé un nombre plus ou moins important de bovis, mais dans tous les cas, il était suffisamment important pour prouver l'origine paranormale du cercle de culture. Alors qu'on savait très bien que c'était Arnaud Thierry qui l'avait fait, le cercle, il s'était filmé en train de le faire. Ceci étant dit, cette expérience-là ne prouve pas qu'il n'existe pas de bovis. Il prouve simplement que les êtres humains sont incapables de mesurer le nombre de bovis qu'il y a à un endroit. La raison pour laquelle je vous avais parlé des chats. Mon deuxième argument, c'est les chats sont capables de sentir les bovis. Je base cet argument-là sur deux choses. Que des fois, on a l'impression que les chats veulent nous communiquer quelque chose, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de comprendre ce que les chats veulent communiquer. Là. Comme si on avait l'impression que les chats étaient dotés d'une certaine raison. Là. Comme quand ils jettent des objets à terre ou quand ils miaulent pendant une demi-heure pour avoir de la nourriture. Certaines personnes pourraient penser que c'est un message qui est plus profond qu'ils voudraient nous envoyer. Mais en réalité, on peut pas vraiment le savoir. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. On prête au chat une faculté qui est humaine, c'est-à-dire communiquer ou ressentir une émotion. On n'a aucune idée si ce chat-là veut réellement communiquer quelque chose. Bon, après un certain temps, on est capable de déterminer que quand il miaule tout le temps à la même heure, c'est parce qu'il veut avoir de la nourriture si tu coïncides tout le temps cette heure-là avec le moment où tu lui donnes de la nourriture. Il y a des liens comme ça qu'on peut faire, mais outre ça, quand il jette un objet à terre, quand il regarde une fenêtre, quand il regarde le coin d'un mur dans le vide comme si rien n'était,
On peut rien prétendre de ça, parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec le chat et il n'est pas capable de communiquer avec nous. C'est un petit peu la même chose pour les Égyptiens. Tout ce qu'on sait aujourd'hui avec l'observation des artefacts égyptiens, c'est que les Égyptiens adoraient les chats. Point. On n'en sait pas plus. Pourquoi on le sait? Parce qu'ils font beaucoup de sculptures de chats, parce qu'ils font des peintures de chats, parce qu'ils modifiaient leurs chats, parce qu'ils en parlaient dans leurs écrits. Donc on sait que les Égyptiens adoraient les chats. Mais pourquoi ils adoraient les chats? Ben on peut pas vraiment le savoir parce qu'on communique pas avec les Égyptiens anciens. Est-ce que c'est une question de croyance? Est-ce que c'est une question d'imagination? On peut pas le déterminer. On peut pas déterminer que les Égyptiens aimaient les chats aussi parce que les chats sont capables de sentir les messages des Namidiens à travers les bovis. On peut pas le savoir parce qu'on parle pas aux chats puis qu'on parle pas aux Égyptiens de l'Antiquité. Le point le plus important à retenir là-dedans, c'est qu'on peut pas surinterpréter les données qu'on a. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui le font en réalité, là, surtout quand on va parler d'extraterrestres. On va prendre des sculptures des Égyptiens, des Mayas, des Aztèques, puis on va déterminer ou on va prêter des vertus à ces dessins ou à ces sculptures-là pour soi-disant leur donner un pouvoir mystique ou leur dire qu'ils avaient vu des avions, qu'ils avaient vu des extraterrestres, qu'ils avaient vu des soucoupes volantes, ou qu'ils savaient ce que c'était un char d'assaut. Parce que on va déterminer là, dans leur dessin ou dans leur art qu'il y a des éléments qui s'apparentent à ce que nous on fait aujourd'hui, ce que nous on connaît aujourd'hui. Quand en réalité c'est un phénomène qui est très bien connu, ça s'appelle de l'appareil de lit. Du moment qu'on voit quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on connaît, on va directement l'associer à ça. Par exemple, il y a cette sculpture-là qui pourrait ressembler à un avion quand en réalité ça représentait un poisson. Il y a ces hiéroglyphes-là qui pourraient ressembler à des chars d'assaut ou des soucoupes volantes ou des avions, peu importe. Bref, c'est des arguments qui nous sont souvent présentés comme étant des arguments irréfutables de la théorie des extraterrestres. Pourtant, ce ne sont que des cas de pareil de lit ou de surinterprétation des choses. Lorsqu'on veut évaluer un artefact archéologique, on doit se placer dans le contexte archéologique dans lequel ça a été développé. Aller voir si ailleurs il y a des choses qui se ressemblent et recouper les informations que l'artefact nous donne avec d'autres sources que l'on retrouve sur le terrain. On sait que les Égyptiens adoraient les chats parce qu'il n'y a pas qu'un seul texte qui nous parle des Égyptiens qui adoraient les chats. On trouve plusieurs artefacts sur le sujet. Maintenant, si on prend ces artefacts-là, comme celui de la soi-disant avion des Mayas, ben, on trouve d'autres dessins qui sont semblables, qui représentent des poissons. On peut déterminer que celui-là, ben, c'est un poisson. C'est la même chose pour le reste. Les hiéroglyphes qu'on a vus un peu plus tôt en forme de char d'assaut, ben c'est pas un signe que les Égyptiens faisaient la guerre avec des chars d'assaut, bien sûr. C'est un empereur qui aurait recouvert une tablette déjà existante avec de l'argile pour graver de nouvelles inscriptions. Et puis tout simplement qu'avec le temps, l'argile serait partie, ce qui fait en sorte qu'on a une superposition d'écrits sur cette tablette-là. C'est pas des dessins qui nous viendraient d'une soi-disant connaissance extraterrestre. Encore une fois, l'interprétation d'un char d'assaut ou d'un avion dans cette situation-là, c'est de l'appareil de lit. Comment peut-on encore croire à mon histoire de Namidie? Bon, je vous donne en mille, là. Nami, là. Nami, c'est elle. Les Namidiens, ça vient d'elle. Je sais qu'elle a l'air ben méchante comme ça, là. Mais c'est une grosse chatonne qui aime pas ça qu'on la dérange pendant sa sieste. Nami, c'est le chat de ma blonde. C'est facile de faire le lien entre mon imagination et le chat de ma blonde à ce moment-là. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi mon histoire de Namidien ne reposait sur rien. Je vous ai démonté les deux arguments principaux sur lesquels mon histoire de Namidien était assise, c'est-à-dire les bovis, et puis le fait que les chats étaient capables de les sentir. Il existe deux possibilités pour continuer à croire aux Namidiens. La première étant de tout simplement rejeter les arguments que je vous ai présentés, c'est-à-dire rejeter l'appareil de lit, ou rejeter l'anthropomorphisme, ou rejeter le fait que les bovis n'existent pas. Mais ça, c'est un petit peu du déni en quelque sorte. Quand en réalité, on ne devrait pas faire ça parce que leurs observations sont solides, ils sont basés sur des observations qu'ils ont fait par le passé, puis ils sont surtout prouvés. Par contre, ces observations-là ne prouvent pas l'inexistence des Namidiens, ne prouvent pas l'impossibilité d'avoir des bovis dans le monde. Fait qu'à ce moment-là, si vous voulez continuer à croire aux Namidiens, aux bovis et compagnie, mais vous n'avez qu'une seule option. C'est de me croire sur parole quand je vous en parle. Puis ça, croire quelqu'un sur parole, ben, c'est problématique. Pas parce que je suis nécessairement de mauvaise foi, puis je veux vous faire à croire aux Namidiens, puis je veux vous amener dans ma secte qui va croire aux Namidiens, puis prier les Namidiens, puis essayer de les comprendre. Non!
Tout simplement parce que l'esprit est perfectible. On peut imaginer des choses sans même se rendre compte qu'on imagine des choses. L'avantage de la science à travers ça, c'est qu'on est capable de démystifier le vrai du faux à partir de là. On est capable de faire des expériences en double aveugle pour savoir si la chose qu'on perçoit est réelle ou non. Un petit peu comme les gens qui croient au bovis. Je ne pense pas qu'ils ne croient pas aux bovis. Sincèrement, je crois qu'au plus profond de leur être, ils croient être capables de ressentir les bovis et croient vous dire la vérité lorsqu'ils vous donnent un nombre de bovis sur un site comme les Crop Circle. La plus grande preuve de ça, c'est une conférence sur les placebos que j'ai vue récemment. Le chercheur commençait sa conférence en nous disant nous, les Québécois, on avait une particularité physique assez extraordinaire qui était d'avoir le pied gauche un petit peu plus chaud que le pied droit. Puis si on se concentre comme il faut là-dessus, on est capable de le sentir, que notre pied gauche est un petit peu plus chaud que le pied droit. Puis après ça, il demandait dans la salle, il expliquait aussi là, qu'il y a certaines personnes que c'était le pied droit, puis après ça, dans la salle, il demandait aux gens de lever la main pour ceux qui avaient le pied gauche plus chaud que le pied droit, puis de lever la main ensuite pour ceux qui avaient le pied droit plus chaud que le pied gauche. Bien entendu, c'est de la bullshit. Il y a aucun phénomène physique qui explique qu'on ait le pied gauche plus chaud que le pied droit. Par contre, l'effet placebo fonctionne. Les gens qui croyaient sincèrement avoir le pied gauche plus chaud que le pied droit, qui l'ont senti plus chaud, n'ont pas seulement senti qu'il était plus chaud, il était devenu plus chaud. Pourquoi? Parce que l'effet placebo a un réel effet physique sur les gens. Mais une fois qu'on sait que cet effet physique-là existe, ça vient un petit peu corrompre ce que nos sens peuvent nous donner. Si jamais, dans un processus scientifique, pour observer quelque chose, on doit avoir une période d'endoctrinement ou une période de formation. Mais ça vient biaiser notre résultat au final, puisque pour sentir ce qu'on veut sentir, il faut adhérer à un mouvement qui va nous suggérer de sentir quelque chose plutôt qu'une autre. C'est sûr que si en ce moment je me concentre pour voir l'aura de ma caméra, je suis capable de me concentrer et de brouiller ma vision suffisamment pour voir l'aura de ma caméra. Parce qu'au courant de ma vie, on m'a essayé de me montrer comment observer les auras chez les gens, puis des choses comme ça. Puis bref, on m'a montré ce qu'il fallait que j'observe pour être capable de voir un aura, puis honnêtement, on peut le voir avec tout le monde. T'as rien qu'à fixer un objet, qu'à brouiller volontairement un peu ta vue en déformant ton cristallin, puis ça va te donner un aura. C'est que si t'as fait une période d'endoctrinement, t'es persuadé que ce que tu vois quand t'as la vision brouillée, c'est un aura. Tandis que quand t'as pas eu cet endoctrinement-là, ben tu peux pas lier ce que tu vois à un aura parce qu'il n'y a rien qui te prouve que ce que tu vois, c'est de l'aura. À partir de maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas se baser sur l'opinion de quelqu'un uniquement pour être capable de dire qu'on ressent ou qu'on voit ou qu'on vit des choses. Parce que l'opinion de quelqu'un, ben, ça se corrompt. Puis en plus de ça, il peut nous persuader qu'on sent quelque chose ou qu'on voit quelque chose alors que ce n'est que dans notre tête ou dans notre esprit. Donc on peut pas se fier directement sur la parole de quelqu'un. Il faut se fier sur des preuves tangibles. On a vu ici que l'inanimité, il n'y a aucune preuve tangible qui nous explique que ça existe. Il n'y a que la parole de quelqu'un. On pourrait le rejeter de facto. Sauf que là, il arrive le point avec lequel moi j'ai un petit peu plus de misère. C'est que on peut décider de croire aux amitiés. On peut décider d'y croire. Puis ça, ben, j'ai aucun argument contre ça. Si on décide de croire aux amitiés, on décide de croire aux extraterrestres, malgré le fait qu'on accepte que l'opinion humaine peut être influencée par l'endoctrinement ou par le discours de quelqu'un d'autre, malgré le fait qu'on ne peut pas prouver hors de tout doute raisonnable de façon tangible et concrète que les Indiens n'existent pas ou existent, si on décide de croire aux Indiens, ben, j'ai pas d'argument contre ça. Vous pouvez rejeter la science, je peux vous expliquer pourquoi c'est pas correct de rejeter la science, je peux vous expliquer pourquoi vous pouvez pas vous baser sur l'opinion de quelqu'un pour croire à quelque chose, mais je peux pas vous expliquer pourquoi vous devriez ou devriez pas croire aux Némidiens. Ben ça s'applique à tout. Ça s'applique aux extraterrestres, ça s'applique aux reptiliens, ça s'applique aux licornes, ça s'applique à Dieu. Tout ça, ça rentre dans le même bateau. Ça rentre dans un bateau où si tu décides d'y croire, malgré tout ce que la science t'explique pour te dire que cette chose-là n'existe peut-être pas, ben à ce moment-là, je peux rien faire. La science, ça a quelque chose de plate. C'est qu'on peut pas tout savoir avec la science, il y a plein de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Par contre, ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est ce qu'on sait, on sait pourquoi on sait, puis on sait comment on est arrivé à cette connaissance-là.
Ce qui n'est pas le cas des croyances en général. Les croyances, ça vient généralement de quelqu'un qui nous a raconté ça, d'un livre qui aurait dit ça, ou d'une telle personne qui nous aurait raconté cette affaire-là, ou des visions d'une telle ou d'une telle autre personne. Les connaissances scientifiques, ça vient pas de vision, ça vient pas d'interprétation, ça vient de faits, puis ça vient d'expériences qui sont tangibles, vérifiables et explicables. C'est là qu'on peut faire la part des choses. Moi, j'arrête d'argumenter ou d'essayer d'expliquer mon point à quelqu'un qui me dit je décide de croire je décide de croire en ça parce que peu importe ce que je vais lui expliquer, il va soit rejeter les preuves que je lui apporte, soit il ne changera pas d'avis. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'ostiner avec quelqu'un qui croit au licorne. Sur ce, à la prochaine.